Retour sur ce plateau de Regard Croisé. Messieurs, vous nous suivez un peu partout sur New World Info 1. On est rejoint finalement sur le plateau par Dominique. Lizou, Dominique, bonne arrivée. Merci Mathieu, salut à tous et à toutes. On parlait de cette rencontre ce jeudi des dirigeants africains sur les élections en RD Congo. Juste quelques mots et puis on évolue. Ouais, ça, l'on peut s'interroger pourquoi cet engouement. On a organisé des élections dans un pays et puis les chefs d'État se retrouvent parce que dans la même région, il y a eu des élections, notamment lorsque nous prenons la réélection de Paul Kagame, la réélection de Denis Sassou Nguesso, tous, mais il n'y a jamais eu de sommet. Mais pourquoi le RD Congo? Pourquoi la RD Congo? C'est justement parce que c'est un pays à problème, c'est un pays où il y a beaucoup d'enjeux. Et je me dis, derrière ce sommet, se situe sûrement certaines puissances qui orientent, qui voudraient que ce qui se passe soit ainsi par rapport à leur intérêt. Et à côté, il y a la France qui a fait une sortie dont le ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, a plutôt fustigé, a dit, dis donc, il faut que l'Église, les observateurs, l'observation de l'Église catholique puisse situer les uns les autres, alors que l'Église n'est pas une institution qui organise des élections. Donc voilà des enjeux qui se jouent. Et derrière ces rencontres, moi je vois des puissances, la main noire, des puissances qui sont là en train de... Parce que vraiment, là, c'est un continent. Et qui regorge plein de... Actuellement, le minerai le plus prisé dans le monde, c'est quoi? C'est le coltan. Le coltan. Okay. C'est avec ça qu'on utilise pour fabriquer les batteries de nos portables. Donc, ça coûte cher et c'est des milliards. Donc, les enjeux sont énormes. Actuellement, on parle du barrage, par exemple, de Dinga, qui doit mobiliser plus de, je crois, on parle de 100 milliards de dollars parce que ça doit alimenter toute la sous-région. Donc, vraiment, je crois que la RD Congo, c'est un pays particulier et les enjeux sont également énormes, ce qui suscite vraiment des rencontres, des sommets, des sorties, des réactions, et que bon, on attend de voir. Et dans tout ça là, le peuple est dans son coin. Le peuple n'a rien et ne rien parce que c'est un pays extrêmement pauvre. Les gens cherchent difficilement à manger. Mais dans les mêmes régions, on exploite, on ramasse. Aujourd'hui, lorsque nous prenons par exemple Moïse Katumbi qui se fait un grand puissant homme d'affaires, mais il a trouvé son argent. C'est dans les minerais de Katanga. Il a été le gouverneur de Katanga. C'est la région la plus riche de la RD Congo. Et donc, c'est dans ça qu'il a prospéré. Et c'est dans ça qu'il s'est vu immensement riche. Et là, il se dit, bon, moi aussi, je vais maintenant m'opposer à Kabila. Son bienfaiteur, c'est Kabila. C'est Kabila qui l'a nommé dans cette région. Donc, j'ai dit, c'est des enjeux, c'est des intérêts. Et bon, on attend de voir vraiment la suite. Oui, parce que, non, oui, mais vous savez, soyons réalistes. L'Église, il faut reconnaître à l'Église qu'elle ne se verse pas dans des affirmations gratuites. Non, l'Église joue un rôle très nocif en RD Congo et instrumentalisé également. L'Église ne se verse pas dans des affirmations gratuites. L'Église a déployé combien d'observateurs? 40 000. Ils ont trouvé où les moyens? Attends, ils ont trouvé où les moyens? Excusez-moi. Ils ont trouvé où les moyens? Sûrement qu'il y a des mains noires qui ont financé, qui ont déboursé des millions, des milliards. Vous allez demander à l'Église catholique dans ce monde. Où est-ce que l'Église catholique a trouvé? Oui. Où est-ce que l'Église catholique a trouvé leurs moyens? Je ne vois pas Vatican débourser des millions pour la RD Congo. Je ne vois pas les quêtes des fidèles. D'ailleurs, les fidèles proches de Kabila ne vont plus à l'église catholique. C'est la Côte d'Ivoire. Le gouvernement appelle à la réconciliation après la libération de Gbagbo. Basilago, voilà. Non, il faut d'abord... La déclaration. Et pour vous, ça peut donner quelque chose de potable? Il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de la haie et puis de la libération de Gbagbo, moi je continue. Suspendu pour le moment, oui. Je ne sais pas si... Non, mais le juge a encore... Aux dernières nouvelles de la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé que on doit libérer. On n'a qu'à libérer Gbagbo et Blé Goudi en attendant que la dame prend tout son temps pour faire des efforts. Si pendant 8 ans elle n'a pas pu avoir
les documents pour accuser Gbagbo, ce n'est pas en 2 jours qu'elle va le faire. Et de 2, c'est que lorsque vous faites appel contre une décision, l'accusé, enfin je dis, le présumé est obligé donc d'attendre encore jusqu'à ce que vous réunissez les preuves et que vous le fassiez comprendre. Ça risque de donc prendre ça risque de prendre 8 ans. Pour rien. Parce que pendant 8 ans, on n'a rien vu. Maintenant, c'est pas après 8 ans qu'on va avoir 16 ans pour une détention qui ne donne aucun résultat. Je crois donc que l'appel à la réconciliation lancé aujourd'hui par le gouvernement ivoirien, il faut quand même dire c'est bien beau. Lorsque, par exemple, après des élections, on a pu tout faire pour que son adversaire se retrouve donc en prison pendant 8 ans et qu'on se retrouve aujourd'hui face à un pratiquement non-lieu d'une accusation de crime contre l'humanité et qu'aujourd'hui le monsieur sort lavé de tout soupçon alors qu'il y a eu crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Moi je pose la question de savoir, les victimes, les familles des victimes vont alors s'en prendre à qui pour chercher leur... Donc je crois qu'ils doivent diriger leur regard maintenant vers celui qui a géré le pouvoir pendant que Gbagbo était donc, dans les murs de la Haye. Je crois que c'est bien beau de demander aujourd'hui la réconciliation. C'est toujours une bonne chose. Et si le président Gbagbo sort, je crois que lui va dire la même chose parce que je connais ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Il aime Dieu et il a la crainte de Dieu. Et je crois qu'il ne va pas refuser la réconciliation en Côte d'Ivoire. Dominique, pourquoi c'est maintenant cet appel à la réconciliation? On attendait la libération de Koudou Gbagbo et son jeune ministre. En fait, ce qui explique clairement qu'entre-temps, le pays était divisé. Si aujourd'hui le gouvernement appelle à la veille ou bien à l'annonce de la libération de Gbagbo, ça veut dire que le pays était véritablement divisé. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement veut jouer à la paix. Mais maintenant, lorsqu'on pousse un petit regard par rapport aux agitations de la procureure, Madame Bensouda, on s'interroge qui est derrière elle. Puisque c'est curieux que quand on avait annoncé la libération de Jean-Pierre Bemba, elle ne s'est pas autant agitée. Et Bemba a été libéré. Et pourquoi cette fois elle voudrait encore maintenir Gbagbo là, dire que bon, elle a fait appel, elle est en train de réunir des preuves. Mais pendant 8 ans, si elle n'a pas pu réunir des preuves, je ne sais pas en combien de mois ou d'années elle veut encore pour en ce moment quelqu'un croupi en prison. Je crois que c'est un peu extraordinaire et je me dis que le pouvoir ivoirien joue le chaud, le froid, bon, tout en se disant, bon, si Bensouda échoue dans sa tentative de le maintenir encore, bon, il est en train de demander que le processus de réconciliation, on oublie. Il y avait un processus de réconciliation dont il y avait une commission vérité-justice comme cela, ce qui s'est passé ici, dirigé par Charles Kolambani. Et que Charles Kolambani n'a jamais remis les résultats à Ouattara. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on l'a bloqué, on a dit bon, c'est bon. Parce que moi, c'est un Ivoirien qui me disait que, puisqu'on retransmettait ce processus-là à la télé, où beaucoup de gens se plaignaient des atrocités vécues. Ça dit que la rébellion les a infligés. Et des femmes ont été violées par les rébellions. La rébellion, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc finalement, il s'avère que c'est plutôt eux qui ont commis plus d'atrocités que l'accusé qui est actuellement de l'autre. Mais on ne dit pas non plus que lui aussi, les forces de sécurité ivoiriennes n'ont pas non plus commis d'atrocités. Mais pour aller à une véritable réconciliation, il faut véritablement les deux parties, les deux belligérants notamment, la rébellion incarnée par Guillaume Soro sous instruction de Ouattara et le camp Gbagbo qui était en ce moment au pouvoir, puis s'asseoir, définir vraiment une vraie stratégie de réconciliation. Parce qu'en ce moment, il y a d'autres qui se plaignent que nous sommes les victimes et qu'on ne doit pas libérer Gbagbo. Mais ils oublient également que le côté, les proches de Gbagbo, beaucoup aussi ont été victimes. C'est de part et d'autre. Il n'y a pas plus de victimes ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs la détention de Gbagbo n'était pas vraiment difficile à comprendre, parce que deux acteurs, deux belligérants, on prend un, on met un garde en prison et l'autre, lui, il gère le pouvoir. C'est ça, au fait, l'incongruité de cette affaire, et que je crois la libération de Gbagbo et de Belligou, c'est vraiment une très bonne chose.
Oui, vous savez, moi je vais aborder le sujet sur cet angle. Sur l'angle toujours d'interpellation. Et reconnaître que nous les Africains, nous sommes vulnérables. Vulnérables comment? Oui, vulnérables sous deux aspects. Est-ce qu'on peut parler de numéro un, nous sommes vulnérables par rapport aux belligérants, aux Occidentaux, par rapport aux puissants de ce monde. Et de deux, nous sommes vulnérables à nos propres égos, à nos ambitions démesurées. Du coup, le fait que nous sommes vulnérables à nos égos, à nos ambitions délibérées, à l'amour des biens matériels, ça fait que nous ne cernons pas le vrai sens du mot patriotisme. Tout ce que nos réflexes tendent à voir, c'est qu'est-ce que je dois gagner pour moi. Et ma foi, ça arrange bien les Occidentaux. Parce qu'ils te font miroiter le peu, et toi tu t'en contentes, et tu deviens vulnérable, et ils peuvent bien régner sur vous. Moi j'ai dit dans ce pays, en ce temps, c'était sur la chaîne SCF pour qui j'ai toujours de la nostalgie, que mais si on ne voulait pas que Gbagbo reste encore au pouvoir, on veut le dégager, pourquoi l'avoir laissé prêter serment devant la Cour constitutionnelle? Pourquoi l'avoir laissé prêter serment? Vous l'avez laissé, il a prêté serment en tant que président, et après, vous allez le dégager, et maintenant c'est lui qu'on vient accuser de génocidaire. Ça n'a même pas de sens. Il ne faut pas perdre de vue que Gbagbo, c'est lui qui était au pouvoir. Et il était protégé par l'armée régulière républicaine. Alors maintenant, on laisse les rébellions, les rebelles, pour accuser celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi, quels que soient les conflits dans nos États, nous pensons que les acteurs doivent prendre de la hauteur pour trouver des solutions appropriées. Et ça demande de vaincre nos égos. Et ne pas toujours opter pour l'option de toujours réfléchir avec la force, pousser l'autre jusqu'à contre le mur pour qu'il ne trouve pas d'alternative que d'aller chercher aussi une force. Et nous, les Africains, on ne doit pas toujours afficher cette image honteuse, obscure là, aux yeux du monde. Alors donc, je crois que la libération de Gbagbo, c'est tout à fait normal. C'est politique. Sa détention à la CPI est carrément, purement politique. Et ça rentre dans l'intérêt des Occidentaux, de certains Occidentaux. Mais nous devons prendre conscience que les Occidentaux, pour rien au monde, ils n'accepteront de se faire la guerre à cause de nous. Parce que, souvenez-vous, Gbagbo, il entretenait des relations avec la Russie, avec la Chine. Mais quand vient le moment au Conseil de Berlin, ils ont lâché parce que les Blancs ne sont pas prêts à se faire la guerre à cause d'un négro. Souvenez-vous de Kadhafi. Kadhafi avait développé des relations avec la Chine. Et en ce temps, une première fois, le Conseil s'est réuni et la Chine, je crois, la Russie avait posé la veto. Mais après, quand ils se sont entendus entre eux, ils l'ont lâché. Nous devons prendre conscience, nous les Africains. Nous devons prendre conscience. Et cette manière de réfléchir là, où certains, peut-être quand ils sont aux affaires ou quand ils sont à un poste, ils se voient plus importants que leurs frères. On doit pouvoir enterrer cette mentalité et ça va nous permettre d'aller à un idéal d'acceptation mutuelle, de respect mutuel, de valorisation des uns des autres et pouvoir marcher ensemble. Et au moins, ça nous aurait libéré d'une première vulnérabilité qui est par rapport à nos égos. Bon, maintenant, les Occidentaux, quoi qu'on en soit, aujourd'hui, ils sont, on est toujours dépendant d'eux. Mais, avec cette unité, nous pourrons au moins renégocier au mieux ces rapports-là avec les Occidentaux et nous éviter d'exprimer toujours nos égos qui nous conduisent à ces barbaries. Parce que, pour finir, je vais vous dire, les Occidentaux eux-mêmes, ils ont tiré le leçon des 2 guerres mondiales. On a vu comment la réaction de Trump suffirait contre la Corée, mais on a cru que Trump allait détruire la Corée. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens sont allés en négociation, ils se sont entendus. Et puis, on a des exemples. Qu'est-ce qui nous empêche, nous? Et on veut toujours réfléchir par la force, démontrer qu'on a la force. Quelle force? Une force qui nous vient des Occidentaux. Sans les Occidentaux, parce que vous avez des matériels militaires. Réveillons-nous. Et puis nous pourrons faire avancer nos pays. Que de nous incruster dans ces égaux-là. Ouais. Donc il faut qu'on libère Gbagbo. Et maintenant cette réconciliation, c'est de la poudre aux yeux. Il faut faire une réelle réconciliation. Et depuis que Gbagbo est incarcéré, quel a été le traitement que le président Ouattara a affiché au FPI? Merci. On va donner maintenant la parole à Basile Agbo avant de parler de cette réconciliation.
est-ce qu'il n'est pas opportun d'abord de penser aux victimes, trouver une solution à ces victimes-là, afin de réunir tout le monde autour de la table, afin de pacifier le pays comme ça se doit? Oui, Mathieu, justement, c'est ça que je parlais lorsque j'allais répondre à la question sur la réconciliation. Parce que de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, il y a eu génocide en Côte d'Ivoire. Il y a eu mort en Côte d'Ivoire. Il y a eu grabuge en Côte d'Ivoire. Quand on vous raconte les événements tels qu'ils se sont passés, vous aurez les larmes aux yeux. Cette femme qui, pour fuir sa maison, a déposé ses enfants devant la cour et allait chercher les derniers bagages et qui revient trouver tous les enfants par terre criblés de balles. Alors, ces familles déchirées, ces enfants morts, mais qui paye le prix? On va faire la réconciliation sur le cadavre de ces enfants-là. Et personne pour réclamer quoi que ce soit pour eux. Je dis, c'est trop vite parler. C'est trop vite aller à Besogne que de dire, on va faire réconciliation. Qui a fait quoi? Il faut qu'on identifie. Mais les bourreaux, il y a eu des victimes. Il faut qu'on identifie les bourreaux. Gbagbo est revenu aujourd'hui, libéré, blanchi. D'autant plus qu'on n'a pas trouvé de preuves. Rappelez-vous que pendant le procès de Gbagbo, tous les témoins à charge sont devenus des témoins à décharge. Bizarrement. Les gens auraient pensé qu'il y a eu, on les a vus. Non, c'est que les gens, au regard de Gbagbo, se sont rendus compte que non, nous n'allons pas enfoncer celui qui est victime. Gbagbo est une victime de la barbarie, de la haute finance internationale et de la mafia internationale qui dirige le monde. Et c'est ça. Aujourd'hui, les preuves... Ça profite à qui? Non, de toute façon, Gbagbo était l'homme à éliminer depuis qu'il était arrivé au pouvoir. Je vous rappelle, Gbagbo a été élu pour 5 ans. Gbagbo n'a même pas fait 2 ans. On lui a foutu une rébellion sous les pieds. La rébellion a pris le pays en 2. Le Nord n'appartenait plus à Gbagbo. Et on demande à Gbagbo de diriger. Gbagbo a pu diriger. Combien de conférences on n'a pas organisées? Combien d'assises on n'a pas eu? Combien de premiers ministres on n'a pas imposé au président Gbagbo? Il a accepté. Et après, quand le grabuge s'est établi, c'est lui qu'on prend pour accuser. Aujourd'hui, le monde entier voit que Gbagbo n'est qu'une victime. Il faudrait qu'on cherche les bourreaux. Il faut les chercher. Bensouda est en train de faire ses grimaces et tout ça là pour encore aller chercher des preuves qu'elle ne trouvera. Les juges lui ont dit il y a quelques instants que Mme Calvet, de toutes les façons, nous avons décidé de parcourir tous les documents que vous avez à votre niveau. Voilà. On libère les messieurs là, en attendant. Et donc, il va falloir que les victimes, les familles des victimes retrouvent ceux qui ont tué leurs enfants, ceux qui ont tué leurs femmes, ceux qui ont tué leurs maris. Il faut, avant cette réconciliation, c'est vrai, on ne peut pas se réconcilier quand encore des gens ont dans les idées des choses qu'ils peuvent encore remettre sur la place demain. Et donc, il faut retrouver les bourreaux des victimes. Gbagbo n'est pas bourreau, et Blé Goudé n'est pas bourreau, mais les bourreaux existent. Il faut les retrouver, afin qu'ils viennent devant dire, c'est nous qui avons fait ci, c'est nous qui avons fait ça, avant que le pardon, parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il faut le pardon d'abord. Il faut que les gens pardonnent, que les gens aient le cœur ouvert et se disent, ok, ouf, on peut maintenant aller ensemble. Et sans qu'il y ait le pardon, sans que les gens aient dit, c'est nous qui avons fait ceci, je ne crois pas que cette réconciliation va être une véritable réconciliation. Ce ne serait que de la poudre aux yeux et la fumée va encore un jour. On ne sait jamais. Il ne faut pas souhaiter. On ne le souhaite pas. Dominique, comment faire pour trouver ces bourreaux-là, ceux qui ont commis ces bavures? Je crois que lorsque nous suivons, nous avons suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous savons qui était au pouvoir et qui a attaqué le pouvoir. C'est-à-dire que, ne serait-ce que ça, bon, c'est vrai que la réaction du pouvoir aussi a fait des victimes. Moi, je ne dis pas que le camp Gbagbo est totalement blanchi. Non, par endroit aussi, ils ont commis des exactions. Et les bourreaux, c'est ceux qui ont attaqué le président en place, régulièrement élu. Et donc, aujourd'hui, entre-temps, les choses ont changé. C'est les bourreaux qui sont au pouvoir. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis... sont des bourreaux quand on sait... Bon, en tout cas, ce qui est clair, entre-temps, il y a eu la justice des vainqueurs, où Simon Gbagbo était incarcéré avec d'autres cas du FPI en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, le président les a graciés. Ils sont tous là. Aujourd'hui, la haie également libère Gbagbo. Je crois que dans une dynamique unitaire, ils peuvent s'entendre. Je crois qu'il faut maintenant penser à un cadre de
de discussion, de réconciliation. Parce que aujourd'hui, bon, comme il le dit, il faut trouver les bourreaux. Bon, ce serait compliqué parce qu'en tout temps, il y a les bourreaux qui continuent toujours pas à gérer le pays. Alors, tu ne vas pas me dire que Alassane Ouattara va dire que oui, j'ai envoyé des gens aller tuer Guillaume Soro. Non, ce n'est pas évident. Donc, bon, mais il faut trouver une formule simple qui peut permettre à ce pays d'éviter encore une fois de basculer dans la violence. C'est très fondamental. Ces bourreaux-là, qui peut les juger? La CPI, je vous dis que c'est compliqué même de trouver ces bourreaux. Parce que ceux qui sont au pouvoir, si nous devons suivre les événements, ce que nous avons vécu, c'est eux au fait qui ont attaqué un gouvernement régulièrement. Et maintenant, dans la foulée, il y a eu des chefs de guerre qui ont commis des actes. Par exemple, lorsque nous prenons ceux qui ont été à un certain moment massacrés au niveau de Koué, par exemple, de tout le Pleu également. On a massacré des gens à tout le Pleu. Et en tout temps, même je crois à Yopougon. Non, pas Yopougon. On a je crois c'est Yopougon. Oui, Yopougon également. On a massacré les gens. En tout temps, il y avait ce commando qu'on appelait commando invisible, incarné par le IB. Bon, aujourd'hui, IB n'est plus. Bon, et ces gens qui ont également tué, on va faire comment? Donc, moi, je crois qu'il faut trouver la bonne formule pour amener aujourd'hui les uns les autres à comprendre que le pays est à sauvegarder. Il faut éviter de basculer encore dans des règlements de compte, dans de ces guerres et autres, qui, en tout cas, a tiré la Côte d'Ivoire vers le bas. Or, aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, c'est la locomotive. Mais aujourd'hui, si encore elle doit basculer, ça serait grave pour tous les 8 États membres de l'UEMOA. Donc, je crois que Gbagbo libéré, c'est une très bonne chose. Ouattara, qui est au pouvoir, doit trouver la bonne formule, puisque c'est lui qui est au pouvoir. Maintenant, s'agissant des victimes, il faut trouver une formule pour les indemniser. Et c'est très important, parce que ça aussi, ça peut amener vers l'apaisement. Parce que je vous dis que lorsqu'on parle, on a l'impression que c'est seulement un camp qui a subi les exactions. Non, c'est les deux camps. Hein. C'est les deux camps. Et côté Ouattara, côté Gbagbo également. Donc, il faut trouver une formule et puis voir comment on peut arriver à une vraie réconciliation pour que le pays ne bascule plus dans la violence. Il y a une que serait la bonne formule. Je crois que vous avez fait dire à Dominique sa réponse donnée plusieurs fois. Parce que quand vous lui demandez comment trouver les bourreaux, mais il a bien dit, aujourd'hui, les chefs rebelles, il y a Blé Goudé avec le président Ouattara. Et donc, Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro. Oui, Guillaume Soro, autant pour moi. Guillaume Soro et le président Ouattara, il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. Parce que tous ces hommes qui ont tenu les armes ont été sous le commandement de quelqu'un. Pour preuve, lorsque ces militaires rebelles-là devaient réclamer leur dû, à qui est-ce qu'ils les ont réclamés? On n'a pas dédommagé les victimes, mais on va encore donner de l'argent à ceux qui ont commis des bavures. C'est ça l'Afrique. C'est lamentable, c'est triste, c'est honteux. Voilà l'Afrique. Voilà. Ils ont réclamé avec armes au poing. Oui, avec armes au poing. Et tu voulais qu'on fasse comment? C'est ça l'Afrique, justement. C'est ça. Et c'est malheureux. C'est malheureux, il faut le dire. C'est honteux. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut-il faire? Il faut préciser que... Il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a un courant, un nouveau courant politique en France. Et parce que il ne faut pas perdre de vue que Gbagbo est envoyé à la CPI au temps de Sarkozy. C'est le temps où Sarkozy s'acharnait vraiment contre certains dirigeants africains. Et aujourd'hui, il y a un courant politique nouveau qui est en France. Et ma foi, je peux aussi, pourquoi pas saluer un peu la hauteur des juges de la CPI, qui ont pris de la hauteur et qui ont fait le choix de se montrer vraiment objectifs, parce qu'on ne peut pas rendre un jugement unilatéral. Parce que si jamais ils condamnaient Gbagbo, ce serait de rendre un jugement vraiment unilatéral. Bon, comme on le voit, comme les Africains le font, mais ils ont voulu prendre de la hauteur, ne pas se faire comme les Africains. Et alors maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, et je crois que c'est le président Ouattara qui doit aussi montrer de l'humilité. Il doit prendre de la hauteur, faire preuve d'humilité, tel que Guillaume Soro en a donné l'exemple. Ouais. Guillaume Soro en a donné l'exemple.
Vous comprenez? Et donc, il ne suffit pas de... Vous gracier. Moi, quand j'entends dire que oui, le président Ouattara a gracié, gracier comment? Mais vous détenez les gens arbitrairement, après vous dites que non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il n'a qu'à faire montre d'humilité. Et maintenant, je crois que... Et je ne sais pas quelles ont été ces manœuvres durant toute la période de détention de Gbagbo, mais avant que Gbagbo ne revienne en Côte d'Ivoire, je crois qu'il lui reste encore un petit espace de temps de faire quelque chose de manière à ce que Gbagbo accepte, donc lorsque Gbagbo rentrerait au pays, qu'il soit lui-même qui aille l'accueillir et qu'il ait un tête-à-tête avec Gbagbo et un tête-à-tête qui tourne autour d'un sujet principal, c'est-à-dire le pardon. Oui, la Côte d'Ivoire. L'intérêt. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Et ne pas mettre en exergue la ruse, la roubladise, les intérêts politiques, etc. La Côte d'Ivoire. Et être à l'écoute de Gbagbo. Maintenant, ainsi, ensemble, j'insiste, ensemble, ils peuvent adopter des mesures qui peuvent participer à cette réconciliation-là. En n'omettant pas de prendre en compte toutes ces familles-là qui ont été lésées, mais qu'on n'a pas pris soin de vraiment dédommager. Au contraire, on va donner de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, des millions, 12 millions. 12 millions, beaucoup de millions à des gens plutôt qui ont commis des bavures. Non mais c'est grave l'Afrique. Non, c'est lamentable, c'est triste quoi. Merci. Juste un mot. Ouais, juste pour dire que je crois que Bensouda avait voulu bâtir sa défense sur la crise post-électorale. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la crise avant les élections. Or, malheureusement, on ne peut pas dissocier les deux, puisque tout est parti de là. Une rébellion, le pays divisé en deux, puis les élections, et Gbagbo aussi dit non, lui aussi a gagné, l'autre quand dit non, bon, donc tout est parti de là. Aujourd'hui, je crois que les juges ont vraiment pris de la hauteur après avoir visité tous les dossiers présentés par la partie civile. Ils se sont rendus compte que non, il n'en est rien du tout. S'il faut amener à la CPI les deux bénigérants, à la CPI, le procès sera vraiment équitable. Merci. Une pause s'impose, juste quelques minutes. Le journal, on se retrouve dans un instant pour la suite du débat. On ira au Nigeria.